Je m'appelle Chantelle, et à 35 ans, je ne m'attendais pas à ce que ma propre mère brise le cœur de ma fille avec une seule phrase. Quand Madison a fièrement montré sa médaille du concours de sciences, maman y a jeté un regard dédaigneux avant de prononcer ces mots qui ont tout changé: nous aimerions que les enfants de Bella soient nos seuls petits-enfants. La pièce s'est figée. Le visage de ma fille de 8 ans s'est décomposé avant qu'elle ne s'enfuie en sanglotant. Je n'ai pas pleuré, j'ai calculé. Et 3 jours plus tard, les vies parfaitement organisées de mes parents ont commencé à s'effilocher d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et installez-vous confortablement. Cette histoire sur le fait de défendre son enfant pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ayant grandi dans la banlieue du Massachusetts, j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma sœur aînée, Bella. De 3 ans mon aînée, elle était le modèle de la perfection dans notre famille, élève avec que des A, reine du bal de promo, boursière à l'université. Elle franchissait chaque étape valorisée par nos parents avec une précision d'horloge. Notre maison d'enfance à Lexington était confortable, nichée dans un quartier où les apparences comptaient. Papa travaillait comme conseiller financier tandis que maman donnait des leçons de piano aux enfants du voisinage. De l'extérieur, nous avions la vie de classe moyenne américaine parfaite, des vacances en famille à Cape Cod chaque été, des photos de Noël en pulls assortis, et des dîners du dimanche où les conversations tournaient autour des réussites et des relations sociales. Le favoritisme n'était pas évident au début. Il se manifestait de manière subtile. Les œuvres d'art de Bella étaient exposées bien en vue sur le réfrigérateur tandis que les miennes étaient rangées dans des tiroirs. Ses trophées sportifs garnissaient la cheminée tandis que mes certificats de l'équipe de débat étaient mentionnés avec une fierté rapide et obligatoire. Maman passait des heures à aider Bella à se préparer pour les récitals tandis que l'on attendait de moi que je me débrouille seule parce que j'étais, naturellement intelligente. Au lycée, le schéma était établi. Quand Bella a été acceptée à Boston College, mes parents ont organisé une grande fête avec la famille élargie et les voisins. Mon acceptation à l'université du Massachusetts a été célébrée par un bon dîner dans notre restaurant préféré. La différence était assez subtile pour que me plaindre m'aurait fait paraître mesquine, mais assez significative pour que le message soit clair: les accomplissements de Bella comptaient simplement plus. Bella a suivi le script à la perfection. Elle a rencontré Thomas, son petit ami en finance, en 3e année d'université. Ils se sont mariés après l'obtention de leur diplôme lors d'une cérémonie élégante qui a vidé les économies de mes parents mais qui a été jugée valoir chaque centime. Ils ont acheté une maison à Brooklyn, assez proche pour les visites du dimanche mais dans un code postal qui impressionnait les amis de mes parents. En 2 ans, ils ont eu des jumeaux, Sophia et Jackson, qui sont devenus le centre de l'univers de mes parents. Mon chemin a considérablement divergé. Après l'université, j'ai poursuivi ma passion pour l'enseignement, acceptant un poste dans une école primaire d'un quartier populaire. Mes parents se sont demandé pourquoi je ne postulais pas dans de meilleures écoles, des quartiers plus riches. Puis, à 26 ans, j'ai rencontré Daniel, un musicien en herbe aux yeux chaleureux et aux grands rêves. Notre romance éclair a abouti à une grossesse inattendue. Quand je le lui ai annoncé, il a paniqué et a disparu, me laissant affronter seul la parentalité. La déception de mes parents était palpable. Maman a pleuré, se demandant où elle avait mal agi. Papa a calculé le fardeau financier et a offert un soutien pratique mais sans émotion. Pendant ce temps, Bella a appelé avec une sympathie qui dissimulait à peine son jugement. Le contraste entre nos situations n'aurait pas pu être plus frappant, sa maternité planifiée et célébrée contre ma situation chaotique et honteuse. Mais tout a changé à la naissance de Madison. En tenant ma fille pour la première fois, j'ai ressenti un amour féroce et une protection qui ont éclipsé tout regret. Je lui ai promis cette nuit-là qu'elle ne se sentirait jamais comme un second choix, comme je l'avais été pendant la majeure partie de ma vie. Les premières années ont été difficiles. J'ai repris l'enseignement avec un bébé de 3 mois, jonglant entre les plans de cours et les tétés de minuit. Mon appartement était petit mais chaleureux, rempli de livres et d'œuvres d'art faites maison plutôt que de meubles coûteux. Je m'en sortais en budgétisant soigneusement, en acceptant les vêtements d'occasion de collègues ayant des enfants plus âgés, et en apprenant à faire taire la voix dans ma tête qui comparait notre vie à celle de Bella. Mes parents venaient de temps en temps, apportant des cadeaux pratiques et proposant de garder Madison avec un sentiment d'obligation plutôt que de joie. Madison était douce et intelligente, avec des yeux curieux et un rire qui pouvait illuminer une pièce, mais il semblait incapable de voir au-delà des circonstances de sa naissance. Pendant ce temps, les jumeaux de Bella étaient comblés d'attention. Mes parents assistaient à chaque match de football,
concerts d'école et cérémonies de remise de prix. Il prenait les jumeaux pour des soirées pyjama le week-end, organisait des sorties spéciales dans les musées et les parcs d'attractions, et parlait d'eux constamment. Sophia lit avec 2 niveaux d'avance, annonçait maman lors de nos appels. Jackson a un talent athlétique si naturel, commentait papa, me montrant des vidéos de matchs de T-ball ordinaires comme s'il s'agissait des Jeux Olympiques. Madison a remarqué la différence dès l'âge de 4 ans. Après une fête d'anniversaire commune où les jumeaux ont reçu des tablettes et Madison des livres éducatifs, elle m'a demandé dans la voiture, pourquoi mamie et papy aiment plus Sophia et Jackson? J'ai expliqué que l'amour ne se mesurait pas aux cadeaux, que différentes personnes montraient leur affection de différentes manières, mais la question m'a hanté. J'ai essayé de créer des ponts. J'envoyais à mes parents des nouvelles régulières des réussites de Madison. Je coordonnais les visites lorsque Madison avait des spectacles ou des événements spéciaux, offrant à mes parents des occasions faciles de s'impliquer. J'encourageais Madison à leur faire des cartes et des bricolages spéciaux. Je n'ai jamais parlé négativement d'eux devant elle, même lorsque leur comportement me blessait. Pendant 8 ans, j'ai maintenu cet équilibre délicat, espérant que mes parents finiraient par voir la personne merveilleuse que Madison devenait. Je me suis convaincu que leur favoritisme était inconscient, que si Madison continuait simplement à être elle-même, incroyable, ils réaliseraient ce qu'il manquait. J'avais tort, et il faudrait un moment dévastateur pour enfin accepter cette douloureuse vérité. Le printemps est arrivé à Boston avec son imprévisibilité habituelle, un soleil chaud un jour, une pluie froide le lendemain. La classe de 3e année de Madison était en pleine préparation pour le concours annuel de sciences, et ma fille avait choisi d'explorer comment différents types de musique affectent la croissance des plantes. Pendant 6 semaines, elle s'est occupée assidûment de nos petits plans, jouant de la musique classique pour un groupe, du rock pour un autre, et laissant un 3e en silence. Chaque matin avant l'école et chaque soir avant de se coucher, Madison notait des mesures et des observations dans son journal. Elle a créé des graphiques montrant les taux de croissance et a développé des conclusions réfléchies sur ses découvertes. En tant que son enseignante, je maintenais une distance professionnelle à l'école, mais à la maison, j'étais la maman fière de voir sa fille aborder l'enquête scientifique avec une telle dévotion. Quand Madison a remporté une médaille d'or au concours de sciences de l'école, la qualifiant pour la compétition du district, j'ai immédiatement appelé mes parents. « C'est bien, ma chérie », a dit maman, son ton suggérant que c'était une nouvelle mineure comparée à la récente sélection de Jackson pour une équipe de football itinérante. Pourtant, Madison était si excitée par sa réussite que j'ai suggéré que nous apportions sa médaille au prochain dîner de famille mensuel chez mes parents. « Est-ce que je peux porter ma médaille pour la montrer à mamie et papy ?» a demandé Madison au moins 10 fois dans les jours précédant le dîner. Je l'ai aidée à la polir jusqu'à ce qu'elle brille et nous avons répété comment elle pourrait expliquer son expérience s'il posait des questions. Ils vont être si fiers, les jeux assurés, bien qu'un nœud se formait dans mon estomac. Mes parents avaient manqué le concours de sciences de l'école de Madison, prétextant un conflit d'horaire. J'ai vu plus tard des photos sur Facebook d'eux à l'un des matchs de football de Jackson le même après-midi. Sur le chemin de la maison de banlieue de mes parents, Madison bavardait sur son projet, sa médaille rangée en toute sécurité dans son petit sac à main. « Tu penses que papy me laissera lui montrer mon journal ?» J'ai dessiné toutes les plantes très soigneusement. Son espoir était palpable, et cela me serrait la poitrine d'anxiété. Nous sommes arrivés pour trouver la famille de Bella déjà là, les jumeaux dominant le salon avec les récits de leurs récents exploits. Jackson avait marqué 2 buts lors de son dernier match de football, tandis que Sophia avait été sélectionnée pour un concours d'orthographe régional. Voilà mes athlètes vedettes, a salué papa les jumeaux avec des étreintes enthousiastes pendant que maman s'extasiait sur la nouvelle coupe de cheveux de Sophia. Madison se tenait tranquillement à côté de moi, attendant son tour d'être reconnue. « Bonjour, Madison », a finalement dit maman, lui offrant une petite tape sur l'épaule. « Tu as grandi depuis la dernière fois que nous t'avons vu. » Cela ne faisait que 3 semaines depuis notre dernière visite. Tout au long de l'après-midi, chaque conversation revenait aux jumeaux. L'entraîneur de Jackson avait apparemment dit qu'il avait un talent naturel comme il n'en avait pas vu depuis des années. On avait demandé à Sophia de lire sa rédaction à voix haute devant toute la classe de 4e année. Mes parents écoutaient ces histoires avec une attention captivée, posant des questions de suivi et s'exclamant devant les photos sur le téléphone de Bella. Madison a essayé 3 fois de mentionner son projet scientifique. La première tentative a été interrompue par l'arrivée des amuse-gueules. La deuxième a été couverte par maman qui s'est soudainement souvenue de montrer à Bella un nouveau collier qu'elle avait acheté. La troisième s'est terminée par papa qui a tapoté la tête de Madison en disant « C'est bien, ma puce,
avant de se retourner vers le calendrier de football de Jackson. Je regardais les épaules de ma fille s'affaisser un peu plus à chaque rebuffade. Le scénario familier se répétait, mais cette fois, Madison était venue avec de si grands espoirs que la déception semblait plus vive. Le dîner a été servi précisément à 6 heures, comme toujours. Le rôti de maman avec des pommes de terre rôties et des carottes glacées, parfaitement disposées sur la vaisselle de porcelaine qui ne sortait que pour les réunions de famille. Les jumeaux étaient assis de chaque côté de mon père, tandis que Madison et moi étions placés à l'autre bout, à côté du mari de Bella, Thomas. « Passe le sel, s'il te plaît, chante-t-elle, a appelé maman de l'autre bout de la table. Et assure-toi que Madison utilise correctement sa serviette. » Pendant ce temps, lorsque Jackson a renversé son verre d'eau, grand-mère a rapidement apaisé, les accidents arrivent, mon cœur, et a nettoyé sans un mot de reproche. Thomas, habituellement absorbé par ses courriels professionnels pendant ses réunions, a remarqué le silence de Madison. « Comment ça va à l'école, Madison ?» a-t-il demandé dans un rare moment d'attention. Madison s'est illuminée instantanément. « J'ai gagné une médaille d'or au concours de sciences », a-t-elle dit, cherchant son prix dans son sac à main. « Vraiment ? C'est impressionnant », a répondu Thomas. Pendant un bref instant, la conversation à notre bout de la table s'est concentrée sur Madison, qui a soigneusement sorti sa médaille et l'a brandie. Le disque doré a capté la lumière du lustre de la salle à manger, attirant momentanément l'attention de tous. « Quel était ton projet ?» a poursuivi Thomas, et Madison s'est lancée dans une explication de son expérience, sa voix devenant plus animée à chaque phrase. J'ai remarqué l'expression de ma mère passer de la surprise de l'interruption à une légère irritation alors que l'explication de Madison s'étendait au-delà de quelques phrases. Papa a regardé sa montre. Les jumeaux, peu habitués à ne pas être le centre de l'attention, ont commencé à s'agiter. En parlant de réussite, est intervenue maman avant que Madison ne puisse finir. Jackson a été sélectionné pour un camp d'entraînement spécial cet été. Seuls 10 garçons dans l'État ont été choisis. Et juste comme ça, le moment était passé. La médaille de Madison était toujours dans sa main, mais plus personne ne la regardait. Son explication est restée inachevée dans l'air alors que la conversation revenait rapidement en terrain connu. J'ai croisé le regard de Bella de l'autre côté de la table, la suppliant silencieusement de m'aider à rediriger la conversation, de donner à Madison juste 1 minute de plus. Bella a haussé légèrement les épaules comme pour dire, tu sais comment ils sont. Au moment de servir le dessert, une tarte aux pommes maison, le préféré des jumeaux, la tension dans ma poitrine était devenue une douleur sourde. Madison avait rangé sa médaille et picorait sa tarte en silence. Le point de rupture est arrivé lorsque maman a apporté un deuxième dessert spécial, des coupes de mousse au chocolat qu'elle avait préparées spécialement pour les jumeaux parce qu'ils avaient mérité une gâterie spéciale pour leur récente réussite. Il y en avait assez pour les adultes aussi, mais Madison n'en a pas reçu parce que, nous devons surveiller ta consommation de sucre, ma chérie. Madison a regardé son assiette vide tandis que tout le monde recevait le dessert spécial. Puis, d'une petite voix qui a pourtant traversé toute la table, elle a posé la question qui couvait depuis des années, « Mamie, pourquoi est-ce que papy et toi ne m'aimez pas autant que Sophia et Jackson ?» La salle à manger est tombée dans le silence. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir semblait soudain assourdissant. Mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise, tandis que Thomas s'est soudainement intéressé intensément à son dessert. Le visage de Bella a rougi, et les jumeaux semblaient confus par la tension soudaine. L'expression de ma mère est passée du choc à l'indignation. Sa colonne vertébrale s'est redressée alors qu'elle posait sa serviette à côté de son assiette avec une précision délibérée. « Quelle chose à dire ?» a-t-elle répondu, sa voix portant ce ton spécial de dignité blessée qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. « Bien sûr que nous aimons tous nos petits-enfants. » Madison, enhardie peut-être par le fait d'avoir enfin posé la question qui était restée non dite depuis si longtemps, a persisté. « Mais vous ne venez jamais à mes événements scolaires. Vous avez oublié mon anniversaire l'année dernière jusqu'à ce que maman vous le rappelle. Vous donnez toujours de plus gros cadeaux à Sophia et Jackson. Vous ne me demandez jamais ce qu'il en est de mes amis ou quel livre je lis. » Chaque observation tombait comme une petite pierre, des vérités simples qu'il était impossible de détourner. Mon cœur s'est gonflé de fierté devant l'expression articulée de ma fille de sentiments que j'avais essayé de la protéger de reconnaître. Papa a tenté de limiter les dégâts. Allons Madison, ce n'est pas tout à fait juste. Nous sommes des gens très occupés, et les jumeaux sont plus proches. Ma mère l'a interrompu, sa patience s'effritant visiblement.
C'est plus facile d'assister à leurs événements. De plus, ils sont impliqués dans tant d'activités importantes. Mon concours de sciences était important, a dit doucement Madison, sa main se posant de manière protectrice sur son sac à main où sa médaille était rangée. J'ai travaillé sur mon projet pendant 6 semaines entières. Oui, et c'est très bien, a dit maman d'un ton dédaigneux. Mais Jackson est repéré pour des équipes d'élite, et Sophia pourrait sauter une classe. Leurs activités nécessitent plus d'attention à ce stade critique. Les implications pesaient lourdement. Les réussites de Madison n'étaient pas aussi précieuses, ses activités pas aussi dignes de leur temps. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, le mélange familier de blessures et de colère qui avait été mon compagnon lors des réunions de famille depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Les réussites de Madison sont tout aussi significatives, suis-je intervenu, gardant ma voix stable par pure force de volonté. Elle lit au-dessus de son niveau scolaire. Ses professeurs louent constamment sa pensée critique, et son projet scientifique passe au niveau du district. Ce sont des accomplissements qui méritent d'être célébrés. Ma mère a soupiré de manière dramatique, échangeant un regard chargé avec mon père. Te voilà reparti, chante-t-elle. Toujours si sensible. Nous sommes simplement réalistes quant au potentiel différent des enfants. Potentiel différent ? J'ai répété les mots, au goût amer. Eh bien, oui, a-t-elle continué, apparemment inconsciente du terrain dangereux sur lequel elle s'aventurait. Les enfants de Bella ont certains avantages. Un foyer avec 2 parents, la stabilité financière, une bonne orientation. Il est tout naturel qu'ils excellent d'une manière que... Maman, l'a interrompu Bella, semblant enfin reconnaître que la conversation avait dévié vers un territoire inacceptable. Ça suffit. Mais ce n'était pas assez pour ma mère, qui avait apparemment décidé que c'était le moment d'exprimer tous les jugements tacites qu'elle avait nourris au fil des ans. Je ne fais qu'énoncer des faits, a-t-elle poursuivi. La monoparentalité a des conséquences. Chantel a fait ses choix. Et bien que nous l'ayons accepté, cela ne signifie pas que nous pouvons prétendre que ces choix n'ont pas d'impact sur la situation de Madison. Les yeux de Madison se sont écarquillés à cette référence directe à sa structure familiale, une chose à laquelle elle était sensible mais dont on ne lui avait jamais fait sentir qu'elle était un désavantage jusqu'à ce moment. Ma maman est la meilleure maman, a-t-elle dit, sa voix petite mais ferme. Elle aide beaucoup d'enfants à l'école et s'assure que je fais mes devoirs, que je lis des livres et que j'essaie de nouvelles choses. La pure défense de mon enfant a fissuré quelque chose dans ma poitrine. 8 ans et déjà obligé de défendre sa famille, son éducation, sa propre valeur dans cette maison qui aurait dû être un lieu d'amour inconditionnel. Mon père, sentant peut-être que la conversation s'était aventurée sur un terrain irrémédiable, a tenté une intervention. Profitons tous de notre dessert. Bella, n'as-tu pas dit que les jumeaux avaient un récital bientôt ? C'était une tentative si transparente de rediriger vers un terrain sûr et familier, faire l'éloge des jumeaux, que j'aurais pu en rire si je n'avais pas été si blessé. Papa, ai-je dit doucement. Madison est assise juste ici en train de te dire qu'elle se sent mal aimée, et ta réponse est de changer de sujet pour parler de Sophia et Jackson. Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Ce n'est pas ce que je... Parfois, j'aimerais que les choses aient été différentes, a interrompu ma mère, s'adressant à personne en particulier, sa voix portant une qualité mélancolique qui a fait sonner des signaux d'alarme dans mon esprit. La vie serait tellement plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi savait déjà ce qui allait arriver. Elle m'a regardé directement, puis toute prétention a été abandonnée. Si je suis tout à fait honnête, parfois nous aimerions que les enfants de Bella soient nos seuls petits-enfants. Voilà, je l'ai dit. Ils s'intègrent dans nos vies, notre cercle social. Ils ne viennent pas avec des complications. Les mots flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Madison, qui avait suivi la conversation des adultes avec une détresse croissante, a soudain compris toute l'implication. Sa grand-mère venait de déclarer en termes clairs qu'elle souhaitait que Madison n'existe pas. Son visage s'est instantanément décomposé, ses yeux se remplissant de larmes qui ont coulé sur ses joues. Avant que je puisse l'atteindre, elle a repoussé sa chaise avec un grincement qui a semblé résonner dans la pièce silencieuse et s'est enfuie de la table. Madison, ai-je appelé, me levant immédiatement pour la suivre. Oh, pour l'amour du ciel, a dit ma mère, l'exaspération remplaçant toute trace de remords. Elle est trop dramatique. Les enfants doivent apprendre que la vie n'est pas toujours. Arrête de parler, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel malgré la rage qui bouillait sous la surface. Tu n'as plus le droit de dire un mot sur ma fille.
Même Bella avait l'air choquée. Maman, comment as-tu pu dire ça devant Madison? Ma mère a reniflé. J'étais simplement honnête. Quelque chose dont cette famille aurait bien besoin. Je me tenais à la table, regardant chaque membre de la famille tour à tour. Mon père, mal à l'aise mais peu disposé à défier sa femme. Bella, horrifiée mais finalement complice d'années de ce traitement. Les jumeaux, témoins confus de la cruauté des adultes qu'ils ne comprenaient pas encore. Et ma mère, ayant l'air d'être la victime alors qu'elle venait de dévaster émotionnellement un enfant de 8 ans. Nous partons, ai-je annoncé, ma décision déjà prise. Et jusqu'à ce qu'il y ait des excuses sincères et un vrai changement, vous ne reverrez plus Madison. Ne sois pas ridicule, a raillé ma mère. Tu surréagis, comme d'habitude. Vraiment, ai-je demandé, soudain épuisé par des décennies de cette dynamique. Laisserais-tu quelqu'un d'autre parler à Sophia ou Jackson comme tu viens de parler de Madison? Sans attendre de réponse, je me suis retourné pour trouver ma fille. Elle était dans la salle de bain des invités, sanglotant avec ce genre de chagrin qui secoue tout le corps que seuls les enfants peuvent exprimer, sans la retenue des adultes. Mon bébé, je suis tellement désolé, ai-je murmuré, m'agenouillant à côté d'elle. Ce que mamie a dit était faux, cruel et pas vrai du tout. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de moi, a octé Madison entre deux sanglots. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Rien ne va pas avec toi, ai-je dit avec ferveur, la prenant dans mes bras. Pas une seule chose. Le problème vient de mamie et papy, pas de toi. Jamais de toi. Je l'ai aidé à se laver le visage, j'ai rassemblé nos affaires et je suis sorti par la porte d'entrée sans un mot de plus à mes parents. En attachant Madison dans son siège rehausseur, je pouvais voir la famille regarder par la fenêtre de la salle à manger, leur visage un tableau de choc, de confusion et, de la part de ma mère, d'indignation plutôt que de remords. Le trajet de retour a été ponctué par les reniflements silencieux de Madison. Mes jointures étaient blanches sur le volant alors que je parcourais les rues familières loin de ma maison d'enfance, sachant avec une certitude absolue que notre relation avec mes parents ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois de ma vie, cette prise de conscience a apporté un soulagement plutôt qu'une douleur. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement, Madison s'était épuisée à force de pleurer. Ses yeux étaient gonflés. Sa respiration se bloquait parfois avec les contre-coups de sanglots intenses. Je l'ai portée à l'intérieur, bien qu'elle soit vraiment trop grande pour ça maintenant, ayant besoin de ce contact physique autant qu'elle. Notre appartement était modeste mais confortable, 2 chambres dans un immeuble en briques à Somerville, rempli de livres, de plantes et des œuvres d'art de Madison sur tous les murs. Il avait toujours semblé être un havre de paix, mais ce soir-là, je me suis demandé si j'avais fait assez pour la protéger du jugement et de l'amour conditionnel de mes parents. J'ai aidé Madison à se mettre en pyjama et je me suis assise au bord de son lit, ne sachant pas comment commencer à aborder ce qui s'était passé. Elle m'a évité d'avoir à trouver les mots. Mamie aimerait que je ne sois pas né, a-t-elle dit simplement, sa voix rauque d'avoir pleuré. Non, ma chérie, ai-je commencé automatiquement, puis je me suis arrêté. Édulcorer la vérité ne l'aiderait pas à surmonter cette trahison. Ce que mamie a dit était cruel et faux. Elle a laissé ses propres problèmes et sa pensée étroite te blesser, et ça, ce n'est jamais acceptable. Madison tordait le bord de sa couette entre ses petits doigts. Mais pourquoi? J'essaie d'être sage. Je lui ai fait une carte pour la fête des mères, et je dis toujours s'il te plaît et merci, et je n'interromps pas quand les adultes parlent. Pas d'habitude. L'injustice de l'avoir cherché des défauts en elle-même plutôt que de reconnaître les défauts dans le comportement de ses grands-parents m'a serré la gorge d'émotion. Il ne s'agit pas d'être assez sage, ai-je expliqué soigneusement. Certains adultes ont des idées fixes sur ce à quoi les familles devraient ressembler ou comment les gens devraient vivre. Mamie et papy pensent qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'avoir une famille, comme la famille de tante Bella. Mais c'est faux. Il y a de nombreuses façons d'avoir une famille merveilleuse. Comme juste toi et moi, a-t-elle demandé, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Exactement comme toi et moi, ai-je confirmé, écartant une mèche de cheveux de son front. Notre famille est parfaite exactement comme elle est. Nous avons parlé pendant près de 2 heures cette nuit-là, ayant le genre de conversation profonde que je n'avais pas prévu d'avoir avec ma fille avant de nombreuses années. Nous avons discuté de la façon dont les gens confondent parfois l'amour avec l'approbation, de la façon dont les membres de la famille peuvent parfois vous aimer mais se comporter de manière blessante, de la façon dont il est possible d'aimer quelqu'un et d'avoir quand même besoin de distance s'ils ne peuvent pas vous traiter avec respect. Ça fait mal ici, a dit Madison à un moment donné,
posant une main sur sa poitrine. Comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur. Je l'ai serré contre moi. Je sais, mon bébé. Ça s'appelle un chagrin d'amour, et c'est l'un des sentiments les plus difficiles au monde. Mais je te promets que les cœurs peuvent guérir, et ils peuvent devenir plus forts là où ils ont été brisés. Comme quand on colle quelque chose. Un peu comme ça, ai-je souri tristement. Mais la colle est faite de temps, d'amour et d'apprendre à croire en soi, même quand les autres ne voient pas à quel point tu es incroyable. Finalement, Madison s'est endormie, serrant son lapin en peluche préféré. Je suis resté assise à côté de son lit bien après que sa respiration se soit approfondie, observant la douce montée et descente de sa poitrine, rejouant les événements de la soirée et sentant ma détermination se durcir à chaque minute qui passait. Une fois certaine qu'elle dormait profondément, je me suis retiré dans le salon et me suis effondré sur le canapé, me permettant les larmes que j'avais retenues. J'ai pleuré pour la douleur de ma fille. J'ai pleuré pour ma propre vie à ne jamais être tout à fait à la hauteur. J'ai pleuré pour la relation familiale que j'avais toujours espérée mais que j'acceptais maintenant ne jamais exister. Quand les larmes se sont calmées, un calme étrange s'est installé en moi. La décision que j'avais annoncée en quittant la maison de mes parents avait été instinctive, née de la protection maternelle, mais maintenant je l'examinais avec une détermination lucide. Ce n'était pas une réaction temporaire. C'était une limite nécessaire qui aurait dû être établie il y a des années. Mon téléphone avait vibré toute la soirée. Je l'ai finalement vérifié pour trouver plusieurs textos et appels manqués. De Bella, appelle-moi. Maman est hystérique. Papa dit que tu es déraisonnable. De papa, ta mère ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment elle est quand elle est énervée. Ne faisons pas de cette histoire une montagne. De maman, je ne me laisserai pas passer pour la méchante pour avoir parlé honnêtement. Quand tu te seras calmé, nous pourrons en discuter comme des adultes. Pas un seul message ne contenait d'excuses sincères ou de reconnaissance du mal fait à Madison. Le schéma familier de minimiser, de dévier et de se transformer en victime se déroulait exactement comme je m'y attendais. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai appelé mon amie Hila, une psychologue pour enfants que j'avais rencontrée quand Madison a commencé l'école. Ils ont dit quoi? S'est exclamé Hila après que je lui ai raconté les événements de la soirée. Devant Madison? Chante-t-elle, c'est de la violence psychologique, pure et simple. Entendre quelqu'un d'autre le nommer si explicitement a validé ce que mes instincts me criaient. Ce n'était pas une tension familiale normale ou un simple malentendu. C'était un comportement nuisible qui avait été autorisé à perdurer trop longtemps. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ai-je demandé, soudain submergé par les implications pratiques de couper le contact avec mes parents. Ils aidaient occasionnellement pour la garde des enfants pendant les vacances scolaires. Ils contribuaient au fonds d'études de Madison chaque année. Il y avait les anniversaires, les vacances et les traditions familiales à considérer. Tu protèges Madison d'abord, a dit Hila fermement. Tout le reste est secondaire. Et d'un point de vue psychologique, il est crucial que tu maintiennes la limite que tu as fixée. Les enfants apprennent ce que sont des relations saines en regardant comment nous gérons les relations malsaines. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, élaborant un plan pratique pour les semaines à venir. Hila a recommandé un conseiller spécialisé dans l'aide aux enfants pour surmonter le rejet familial. Elle a proposé de m'aider pour la garde des enfants lors de mes prochaines réunions parents-professeurs, et elle m'a rappelé que la famille de cœur peut être plus nourrissante que les liens biologiques. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. J'ai fait des recherches sur des articles concernant l'éloignement des grands-parents, j'ai rejoint des groupes de soutien en ligne pour les parents naviguant dans des relations familiales toxiques, et j'ai rédigé un courriel détaillé à mes parents que je n'étais pas encore prête à envoyer. Au matin, j'avais des cernes sous les yeux mais un plan clair se formait dans mon esprit. Le lendemain a apporté de nouvelles tentatives de contact de ma famille. Bella a appelé pendant que je préparais le petit déjeuner de Madison. Tu dois arranger ça, a-t-elle dit sans préambule. Maman est en vrac. La tension artérielle de papa est au plafond, et les jumeaux n'arrêtent pas de demander pourquoi Madison est partie si soudainement. C'est à moi d'arranger ça, ai-je répété, incrédule. Bella, maman a dit à ma fille de 8 ans, en face, qu'elle souhaiterait qu'elle n'existe pas. Elle ne l'a pas dit exactement comme ça, a-t-elle éludé. Tu sais que maman parle parfois sans réfléchir. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais, ai-je contré. Ce n'était pas un lapsus. C'était l'aboutissement d'années à traiter Madison comme moins précieuse que tes enfants, et tu l'as cautionné à chaque étape. Le silence qui a suivi m'a dit que la vérité avait fait mouche.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse, a finalement demandé Bella, sa voix plus basse. Je veux que tu arrêtes de prétendre que c'est une dynamique familiale normale. Je veux que tu tiennes maman et papa pour responsables au lieu d'attendre que Madison et moi continuions à absorber la douleur pour maintenir la paix familiale. Je veux que tu imagines ce que tu ressentirais si quelqu'un disait qu'il souhaiterait que tes enfants n'existent pas. Une autre longue pause. Ils ne changeront jamais si tu les coupes de ta vie, a-t-elle finalement dit. Ils n'ont jamais changé malgré des années de seconde chance, ai-je souligné. Et je ne suis pas responsable de les changer. Je suis seulement responsable de protéger Madison. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mes courriels pour trouver un message de mon père avec pour objet « Soyons raisonnables ». Le corps du message ne contenait aucune excuse, juste une longue explication sur le stress de ma mère à propos de sa prochaine présentation au club de jardinage, sur le fait que Madison l'avait mise au pied du mur avec une question inappropriée, et que les familles devaient pardonner les petites transgressions. J'ai fermé le courriel sans répondre et j'ai tourné mon attention vers Madison, qui était abattue mais semblait déterminée à poursuivre nos activités dominicales habituelles. Nous avons travaillé sur sa présentation pour le concours de sciences du district, fait des biscuits et regardé un film blotti ensemble sur le canapé. Je l'ai observée attentivement pour déceler des signes de détresse plus profonde, notant comment elle devenait parfois silencieuse et distante, perdue dans des pensées que j'aurais souhaité qu'elle n'ait jamais à avoir. Ce soir-là, mon téléphone affichait 5 autres appels manqués de mes parents et un autre texto de Bella rapportant que maman prétendait maintenant que j'avais déformé ses paroles, et que j'avais toujours été trop sensible. Le récit passait du déni au révisionnisme, un autre schéma familier de notre dynamique familiale. J'ai envoyé un bref texto à mes 2 parents, j'ai besoin de temps et d'espace pour digérer ce qui s'est passé et soutenir Madison. Je vous contacterai quand je serai prête à en discuter davantage. D'ici là, veuillez respecter nos limites en ne nous contactant pas. Puis j'ai désactivé les notifications de leur numéro. Un petit acte d'autoprotection qui semblait énormément significatif. Pour la première fois de ma vie, je donnais la priorité au bien-être émotionnel de ma fille et à ma propre paix plutôt qu'à l'obligation de maintenir l'harmonie familiale à tout prix. Cette nuit-là, alors que Madison dormait d'un sommeil agité dans sa chambre, je me suis fait une promesse à moi-même et à elle, cette fois, ce serait différent. Cette fois, le cycle toxique s'arrêterait avec moi. Le lundi matin, j'étais passé du choc et du chagrin à l'action réfléchie. Madison était réticente à aller à l'école, craignant que ses camarades de classe sachent d'une manière ou d'une autre l'humiliation de samedi. Je l'ai assuré que ses affaires familiales privées resteraient privées, mais j'ai envoyé un courriel à son enseignante pour lui expliquer que Madison avait vécu une situation familiale difficile et pourrait avoir besoin d'un soutien supplémentaire. Après avoir déposé Madison, je me suis déclaré malade au travail pour la première fois en 3 ans. Cette situation exigeait toute mon attention et mon énergie. Je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, du café et de la détermination, élaborant une approche stratégique de ce que je reconnaissais maintenant comme une restructuration familiale nécessaire. D'abord, j'ai recherché des thérapeutes familiaux spécialisés dans le traumatisme intergénérationnel et l'établissement de limites. J'ai pris rendez-vous avec la docteure Karina Marshall, dont l'approche compatissante mais directe a résonné en moi lors de notre brève consultation téléphonique. Ce que vous décrivez est malheureusement courant, m'a-t-elle dit. Le favoritisme des grands-parents peut causer des dommages émotionnels durables, surtout lorsqu'il est verbalisé explicitement à l'enfant. Vous avez raison de prendre cela au sérieux. Ensuite, j'ai rédigé le courriel que je composais dans ma tête depuis samedi soir. Contrairement à ma communication habituelle avec mes parents, pleine d'excuses, prudente, conçue pour minimiser les conflits, ce message était clair et direct. Maman et papa. Je vous écris pour aborder ce qui s'est passé au dîner samedi soir. Madison et moi prendrons une pause de 3 mois des réunions de famille pendant que nous travaillerons avec un conseiller pour surmonter la blessure causée par la déclaration de maman selon laquelle vous aimeriez que les enfants de Bella soient vos seuls petits-enfants. Ce n'était pas un malentendu ou une surréaction. C'était l'aboutissement d'années de traitement différentiel qui a été évident pour tout le monde, y compris pour une enfant de 8 ans qui veut simplement l'amour de ses grands-parents. Si vous souhaitez reprendre une relation avec Madison après cette période, j'exige ce qui suit. Des excuses sincères directement à Madison qui reconnaissent la blessure spécifique causée. Un engagement à assister à au moins 3 séances de conseil familial avec la docteure Marshall, coordonnées ci-jointes. Un effort démontré pour traiter Madison avec le même enthousiasme et le même intérêt que vous montrez à Sophia et Jackson. Le respect de mes décisions parentales sans commentaire comparatif à la famille de Bella. Ce n'est pas négociable,
et les tentatives de minimiser ce qui s'est passé ne feront que prolonger notre séparation. Madison mérite des grands-parents qui la valorisent complètement, pas conditionnellement. Chantelle. J'ai lu le courriel 10 fois avant de l'envoyer, vérifiant toute trace du ton d'excuse que j'adoptais généralement en tenant tête à mes parents. N'en trouvant aucune, j'ai appuyé sur envoyer avec un sentiment de libération. Cette tâche difficile accomplie, j'ai tourné mon attention vers la construction d'un système de soutien indépendant de ma famille d'origine. J'ai contacté des amis que j'avais quelque peu négligés en essayant de maintenir les obligations familiales. Sarah, ma colocataire d'université qui vit maintenant à Cambridge, a immédiatement proposé de nous accueillir pour Thanksgiving si nous avions besoin de plans de vacances alternatifs. Marcus et David, un couple de l'école de Madison dont la fille était dans sa classe, ont suggéré des dîners réguliers le dimanche pour établir une nouvelle tradition de week-end. À midi, mon téléphone bourdonnait prévisiblement de réaction à mon courriel. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur des questions pratiques. J'ai mis à jour les dossiers scolaires de Madison pour retirer mes parents de la liste des personnes autorisées à la récupérer. Un scénario improbable, mais je ne prenais aucun risque. J'ai annulé l'abonnement familial commun au musée des sciences que mes parents avaient acheté, achetant le nôtre à la place. Quand Madison est revenue de l'école, j'avais une version simplifiée et adaptée à son âge de notre plan à lui partager. Nous allons prendre une pause de voir mamie et papy pendant un certain temps, ai-je expliqué alors que nous marchions vers son parc préféré. Pendant ce temps, nous allons parler avec un gentil docteur qui aide les familles à comprendre leurs sentiments. Madison a donné un coup de pied dans un caillou sur le trottoir. Pour toujours? Non, pas pour toujours, l'ai-je assuré. Pendant environ 3 mois, ce qui fait 12 week-ends. Pendant ce temps, mamie et papy doivent réfléchir à la façon dont ils t'ont fait te sentir et apprendre de meilleures façons d'être de bons grands-parents. Et s'ils ne veulent pas apprendre, a demandé Madison, sa perspicacité me transperçant le cœur. Alors nous nous en sortirons quand même, ai-je dit fermement. Parce que nous avons l'une l'autre, et nous commençons à construire notre propre famille spéciale avec des gens qui savent exactement à quel point tu es incroyable. Elle a réfléchi à cela, son visage sérieux. Comme mademoiselle Sarah et oncle Louis, a-t-elle demandé, se référant à mes amis proches qui avaient été des présences constantes dans sa vie. Exactement comme eux. Certaines personnes appellent ça une famille de cœur, des gens qui ne sont pas de notre famille par le sang mais qui nous aiment complètement, tels que nous sommes. Ce concept a semblé réconforter Madison. Alors que nous atteignions le parc, ses pas se sont légèrement allégés. Ce soir-là, j'ai finalement vérifié mes messages. Ma mère avait répondu à mon courriel par une longue réfutation, niant avoir dit ce que plusieurs personnes avaient clairement entendu. Mon père avait appelé 3 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus sévères sur le fait de « déchirer la famille ». Bella avait envoyé un texto, exprimant son inquiétude que cette « querelle » affecterait la relation des jumeaux avec leur cousine. Pas un seul message ne contenait de reconnaissance des sentiments de Madison ou du mal causé. Je n'étais pas surprise, mais la confirmation de leur incapacité à prendre leurs responsabilités a renforcé ma résolution. J'ai répondu seulement à Bella, suggérant qu'elle pouvait amener les jumeaux rencontrer Madison dans des lieux neutres comme le parc ou la bibliothèque si elles voulaient maintenir leur relation pendant notre séparation de nos parents. Le lendemain a apporté une alliée inattendue. La sœur de mon père, ma tante Judith, a appelé après avoir apparemment entendu une version déformée des événements de la part de ma mère. Ta mère prétend que tu leur as interdit de voir Madison pour un simple malentendu, a-t-elle commencé prudemment. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai partagé la vérité sans phare, y compris les mots exacts que ma mère avait prononcés. Oh, Chantelle, a soupiré tante Judith. J'aimerais pouvoir dire que je suis surprise. Ta mère m'a dit presque la même chose quand mon Darren est né avec le syndrome de Down. Elle m'a dit que c'était un tel dommage et que certains enfants ne sont que des fardeaux. Cette révélation m'a stupéfié. Je m'étais toujours demandé pourquoi tante Judith maintenait un contact minimal avec mes parents bien qu'elle vive à moins d'1 heure de route. Maintenant, je comprenais. Elle avait protégé son fils de la même acceptation conditionnelle qui avait blessé Madison. Tu fais ce qu'il faut, m'a-t-elle assuré. J'aurais aimé être aussi courageuse quand Darren était jeune. Les années que j'ai passées à essayer de gagner leur approbation ne lui ont appris qu'il devait mériter l'amour. Il nous a fallu une thérapie à tous les deux pour désapprendre cette leçon. À la fin de la semaine, j'avais mis en œuvre la plupart de mon plan d'action. Madison avait son premier rendez-vous de prévu avec la psychologue pour enfants. J'avais trouvé un groupe de soutien pour parents confrontés à l'éloignement familial.
Nous avions créé un calendrier d'activités amusantes pour remplir les week-ends habituellement passés chez mes parents. Je nous avais même inscrites toutes les deux à un cours de poterie, quelque chose que Madison demandait depuis des mois mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps entre les obligations familiales. Le développement le plus inattendu est survenu le dimanche, exactement une semaine après le dîner fatidique. Mon téléphone a sonné avec un appel de Thomas, le mari de Bella, qui initiait rarement le contact avec moi. « Je veux que tu saches que je soutiens ce que tu fais », a-t-il dit sans préambule. Ce que ta mère a dit était inadmissible, et Bella le sait aussi, même si elle est prise entre deux feux. Merci, ai-je dit, sincèrement surprise par sa solidarité. Ça signifie beaucoup. Bella ne sait pas que j'appelle, a-t-il poursuivi, mais je lui ai dit que je n'assisterai à aucune fonction familiale tant que tes parents n'auront pas réparé ça. Les jumeaux ont demandé des nouvelles de Madison tous les jours. Elle leur manque. Cette alliance inattendue m'a fait monter les larmes aux yeux. Peut-être que les effets d'entraînement de ma fermeté s'étendraient au-delà de la simple protection de Madison. Peut-être qu'il pourrait même catalyser un changement dans le système familial que j'avais longtemps accepté comme immuable. 3 semaines après le début de notre nouvelle routine, j'ai remarqué des changements subtils mais significatifs chez Madison. Sans les rappels réguliers de son inadéquation perçue aux yeux de ses grands-parents, elle semblait plus confiante. Elle prenait plus la parole en classe, selon son enseignante. Elle a abordé sa présentation au concours de sciences du district avec détermination plutôt qu'avec l'anxiété de savoir si ce serait enfin assez bien pour que mamie et papy le remarquent. Notre appartement semblait différent aussi, plus léger en quelque sorte, comme si le poids constant des attentes non satisfaites avait été une présence physique que nous nous étions habitués à porter. Nous rions plus facilement. Nos conversations coulaient sans le sous-entendu de comparaison avec la famille de Bella qui avait souvent infiltré notre vie quotidienne. Un soir, alors que je bordais Madison, elle a posé la question que j'attendais. « Tu penses que mamie et papy s'ennuient de nous ?» J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Je pense qu'ils s'ennuient de l'idée d'avoir une réunion de famille complète. Mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent encore ce qu'ils ont manqué à ton sujet, à quel point tu es réfléchi, comment tu remarques tout, comment tu te soucies si profondément des plantes, des animaux et des histoires. Madison a hoché la tête, digérant cette distinction. Les bons moments me manquent, a-t-elle admis. Comme les crêpes de papy et la balançoire dans leur jardin. Mais ça ne me manque pas de me sentir pas assez bien. Tu as toujours été plus qu'assez bien, lui ai-je dit avec ferveur. Et maintenant, nous nous assurons que tout le monde dans ta vie le sait aussi. Exactement 3 jours après avoir envoyé le courriel établissant nos limites, les premières fissures sont apparues dans le monde soigneusement construit de mes parents. Ma cousine Jem a appelé pour demander pourquoi ma mère avait pleuré à leur club de bridge hebdomadaire. Tante Carole a dit quelque chose à propos du fait que tu empêchais Madison de les voir, c'est enquise Jem avec prudence. Elle était très contrariée, disant que tu les punissais injustement. Je n'avais pas l'intention de partager largement notre situation, mais je refusais de laisser ma mère contrôler le récit. J'ai donné à Jem un compte rendu direct de ce qui s'était passé, y compris les mots exacts de ma mère à Madison. C'est waouh, a balbutié Jem. Je n'avais aucune idée que les choses étaient comme ça. Maman a toujours dit que tes parents adoraient tous leurs petits-enfants. Ils adoraient Sophia et Jackson, ai-je corrigé doucement. Madison a toujours été une pensée après coup. Cette conversation s'est répétée au cours des semaines suivantes alors que divers membres de la famille et amis de la famille prenaient contact, ayant entendu la version des événements de ma mère. À chaque récit, je suis resté factuel et calme, n'embellissant ni ne minimisant ce qui s'était passé. Les réactions allaient d'un soutien choqué à des tentatives inconfortables de médiation. Le frère de mon père, oncle Robert, a appelé pour me dire que je détruisais la réputation de mes parents dans la communauté, et que je devais passer à autre chose pour le bien de l'harmonie familiale. Je l'ai remercié pour son inquiétude mais j'ai tenu bon. Il ne s'agit pas de réputation dans la communauté, ai-je expliqué. Il s'agit de ma fille entendant de la bouche de sa grand-mère qu'elle souhaiterait que Madison n'existe pas. Carole ne dirait jamais ça, a-t-il insisté. Tu as du mal comprendre. Nous étions 6 à cette table, oncle Robert. Nous avons tous entendu la même chose. Son silence en disait long. La mythologie familiale de mes parents en tant que grands-parents parfaits entrait en collision avec une réalité indéniable. Une semaine plus tard, Bella a appelé avec la nouvelle que la fête d'anniversaire de nos parents, une célébration élaborée qu'ils planifiaient depuis des mois, avait été discrètement annulée.
3 couples se sont désistés après avoir entendu ce qui s'est passé, a-t-elle rapporté, l'air troublé. Maman est dévastée. Elle dit que les gens prennent parti sans entendre sa version. Quelle est sa version, exactement, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir comment ma mère racontait l'incident. Bella a hésité. Elle dit que Madison a posé une question orientée qui l'a mise au pied du mur, et qu'elle voulait simplement dire qu'elle aimerait que tous ses petits-enfants vivent plus près, comme les jumeaux. La tentative transparente de réécrire l'histoire aurait pu fonctionner s'il n'y avait pas eu de témoins. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Bella. Tu étais là. Tu as entendu exactement ce qu'elle a dit. Et dans quel contexte? Une autre pause. Je sais, a-t-elle finalement admis. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter de nier et commencer à faire amende honorable si elle voulait que les choses redeviennent normales. Cette petite reconnaissance de la part de Bella a semblé être un changement significatif dans la dynamique habituelle de notre famille. Pendant des années, elle avait tacitement soutenu le favoritisme de nos parents en acceptant l'attention supplémentaire pour ses enfants sans poser de questions. Maintenant, elle semblait reconnaître son propre rôle dans le système dysfonctionnel. Pendant ce temps, Madison s'épanouissait de manière qui m'a même surprise. Son enseignante a rapporté qu'elle s'était portée volontaire pour diriger un projet de groupe, quelque chose qu'elle avait toujours été trop timide pour faire auparavant. Lors de ses séances hebdomadaires avec la Dr Torres, la psychologue pour enfants, elle développait un langage pour exprimer ses sentiments sur les relations familiales et apprenait que sa valeur n'était pas déterminée par l'approbation de ses grands-parents. Madison a une intelligence émotionnelle remarquable, m'a dit la Dr Torres lors de notre consultation parentale. Elle gère cette situation de manière impressionnante et saine. Votre franchise avec elle sur ce qui s'est passé, sans diaboliser vos parents, lui a donné la permission d'avoir ses propres sentiments complexes. Les effets d'entraînement ont continué à se propager à travers notre système familial élargi. Mes parents avaient toujours organisé les grandes fêtes, se positionnant comme les patriarches de la famille qui déterminaient la liste des invités et le plan de table. À l'approche de Thanksgiving, des plans alternatifs ont commencé à émerger. Tante Judith nous a invités à rejoindre sa famille, y compris son fils Darren, avec qui on m'avait rarement permis de passer du temps en grandissant. Ma cousine Emma a décidé d'organiser son propre dîner et nous a ostensiblement invités tout en notant que mes parents avaient décliné lorsqu'ils ont appris que nous serions présentes. La famille se réorganisait autour de la limite que j'avais établie, certains membres choisissant leur camp et d'autres créant de nouvelles traditions. C'était à la fois troublant et libérateur de réaliser à quel point mes parents avaient exercé du pouvoir sur nos réunions de famille élargies simplement parce que personne n'avait jamais contesté leur autorité. 4 semaines après l'incident, j'ai reçu un grand colis livré à notre appartement. À l'intérieur se trouvait une tablette électronique coûteuse, le modèle exact que les jumeaux avaient reçu pour leur anniversaire et qui avait suscité les premières questions de Madison sur le traitement inégal. Il y avait une carte de ma mère avec un message qui disait « Pour notre petite fille spéciale, amour, mamie et papy ». Aucune excuse, aucune reconnaissance de la blessure causée, juste un cadeau coûteux qui semblait être une tentative de racheter sa place dans la vie de Madison sans faire le travail émotionnel que j'avais décrit dans mon courriel. J'ai mis le paquet de côté, incertaine de la façon de le gérer. Ce soir-là, j'ai expliqué la situation à Madison en termes adaptés à son âge. Mamie et papy t'ont envoyé un cadeau, lui ai-je dit. Mais te souviens-tu que nous avons parlé du fait qu'ils devaient apprendre de meilleures façons de montrer leur amour, pas seulement en donnant des cadeaux quand ils ont blessé tes sentiments. Madison a réfléchi à cela avec attention. Est-ce qu'ils ont dit pardon? Non, ils ne l'ont pas fait. Alors je ne veux pas de la tablette, a-t-elle dit fermement. C'est comme quand Zoé pousse quelqu'un à la récréation et lui donne son dessert au lieu de dire pardon. La maîtresse dit que ça ne répare rien vraiment. Sa sagesse m'a fait monter les larmes aux yeux. Tu as tout à fait raison. Je vais le leur envoyer avec une note expliquant pourquoi. Le retour du cadeau a provoqué la première communication directe de mon père depuis des semaines, un message vocal en colère demandant quel genre de mère refuse de laisser son enfant accepter une « offrande de paix » de ses grands-parents. Je n'ai pas répondu, maintenant la limite que j'avais établie. 6 semaines après notre séparation, la nouvelle est parvenue par les canaux familiaux que mon père avait ressenti des douleurs thoraciques et avait été brièvement hospitalisé. Les tests ont montré que ce n'était pas une crise cardiaque mais une angine de poitrine liée au stress. Ma mère s'est assurée que tout le monde sache que cette crise de santé était directement causée par la tension inutile d'être coupé de Madison. Le voyage implicite dans la culpabilité était savamment conçu, et pendant un moment, j'ai ressenti l'attraction familière de l'obligation et du doute.
Étais-je trop dur? L'arrangement causait-il plus de mal que de bien? J'ai apporté ces préoccupations à ma prochaine séance avec la docteure Marshall. La santé de votre père est sa responsabilité, pas la vôtre, m'a-t-elle rappelé doucement. Et la science médicale ne soutient pas l'idée que les limites relationnelles causent des problèmes cardiaques. Plus important encore, considérez le message que cela enverrait à Madison si vous abandonniez votre limite à cause de cette culpabilité implicite. Elle avait raison. Capituler maintenant apprendrait à Madison que sa santé émotionnelle était moins importante que de maintenir une façade d'harmonie familiale. Cela renforcerait la dynamique même que je travaillais à changer, que ses besoins passaient en dernier dans la hiérarchie familiale. 2 mois après notre éloignement, une révélation inattendue a émergé lors d'un rare déjeuner avec Bella. Elle avait été de plus en plus solidaire ces dernières semaines, amenant les jumeaux rencontrer Madison dans des parcs et des musées tout en respectant notre limite avec nos parents. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit avec hésitation après que nous ayons commandé. « Maman et papa paient notre hypothèque depuis 3 ans. » Cette révélation m'a stupéfié. Bella et Thomas avaient tous deux des emplois bien rémunérés, et ils avaient toujours présenté leur belle maison comme le résultat de leur propre travail acharné et de leur discipline financière. Pourquoi, ai-je réussi à demander. L'entreprise de Thomas a réduit ses effectifs pendant la récession. Il a été sans emploi pendant 8 mois, et nous avons failli perdre la maison. Maman et papa sont intervenus, mais ils ne voulaient que personne ne le sache. Ils ont dit que cela embarrasserait Thomas. Les implications étaient stupéfiantes. Alors que j'avais lutté pour joindre les deux bouts en tant que mère célibataire avec un salaire d'enseignante, ne recevant qu'une aide minimale de mes parents, ils avaient secrètement soutenu la famille de Bella pour maintenir l'apparence de sa vie parfaite. Ils ont dépensé plus de $200 000 pour maintenir notre style de vie, a poursuivi Bella, la honte évidente dans sa voix, tout en faisant des commentaires sur ton budget et la taille de ton appartement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je suis désolé, chante-t-elle. Cette confession expliquait tant de choses, les cadeaux extravagants pour les jumeaux, les vacances familiales somptueuses, l'investissement profond de mes parents dans la présentation de la famille de Bella comme l'idéal. Ils avaient littéralement acheté l'image de la famille parfaite qu'ils voulaient projeter. C'est pour ça que tu les as toujours défendus, ai-je demandé doucement. Bella a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je me sentais piégé, obligé. Mais en voyant ce qui s'est passé avec Madison, ça m'a forcé à réaliser à quel point tout ce système est dysfonctionnel. J'ai dit à Thomas que nous devions refinancer et commencer à payer notre propre chemin, même si cela signifie déménager dans plus petit. Cette conversation a marqué un tournant dans ma relation avec ma sœur. Pour la première fois, elle reconnaissait sa complicité dans la dynamique familiale qui avait causé tant de douleur à Madison et à moi. Plus important encore, elle prenait des mesures pour se sortir de ce schéma malsain. Alors que nous approchions de la fin des 3 mois que j'avais établis dans mon courriel, des signes de fracture dans le front uni de mes parents ont commencé à apparaître. Mon père a appelé un soir après que Madison se soit endormie. « Ta mère ne sait pas que j'appelle », a-t-il commencé maladroitement. « Mais j'ai réfléchi à ce que tu as dit dans ton courriel, sur le fait que Madison mérite des grands-parents qui la valorisent complètement. Pas conditionnellement. » Je suis restée silencieuse, attendant. « J'ai aimé cette petite fille depuis le jour de sa naissance, » a-t-il poursuivi, sa voix inhabituellement émotive. « Mais j'ai laissé ta mère donner le ton à notre relation avec elle, tout comme je l'ai fait pour tout le reste pendant 40 ans. » C'était le premier soupçon de conscience de soi que j'avais jamais entendu de la part de mon père. « Le truc, c'est que, » a-t-il continué, Madison me manque. Pas seulement les réunions de famille ou mon rôle de grand-père. Elle me manque, elle, spécifiquement. Ces questions sur le fonctionnement des choses, la façon dont elle remarque les formes des nuages, comment elle se souvient toujours du genre de biscuit que j'aime. Tu lui manques aussi, ai-je reconnu, sentant le premier véritable adoucissement de ma résolution. Mais ce qui ne lui manque pas, c'est de se sentir pas assez bien. Je comprends ça maintenant, a-t-il dit doucement. Et je veux faire ces séances de conseil que tu as mentionnées, avec ou sans ta mère. Peux-tu m'envoyer à nouveau les informations? Cette nuit-là, je me suis permis de ressentir un espoir prudent qu'un changement significatif était peut-être possible, au moins avec mon père. Ma mère restait retranchée dans sa position, mais des fissures apparaissaient dans la structure familiale qui avait semblé si immuable seulement 3 mois plus tôt. Plus important encore, Madison s'épanouissait. Les cernes qui étaient apparus sous ses yeux après des années de rejet subtil s'étaient estompés. Sa curiosité naturelle et son enthousiasme,
parfois tempérée par l'indifférence de ses grands-parents, avait refait surface en force. Elle parlait avec plus de confiance, riait plus librement et ne mesurait plus ses réussites par rapport à celles de ses cousins. 3 jours avant la fin des 3 mois, un courriel inattendu est arrivé de ma mère. Contrairement à ses communications précédentes, celui-ci était bref et direct: je vois la docteure Levançon chaque semaine depuis octobre. Elle m'a aidé à voir des schémas auxquels j'étais aveugle auparavant. Je ne suis pas encore prête pour le conseil familial, mais j'y travaille. La tablette était une erreur. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à Madison. J'aimerais avoir une chance de m'excuser auprès d'elle directement quand tu penseras qu'elle est prête. Ce n'était pas la reconnaissance complète que j'avais espérée, mais c'était le premier pas sincère dans cette direction. Plus important encore, cela suggérait que ma mère faisait son propre travail plutôt que de s'attendre à ce que Madison et moi oublions simplement et passions à autre chose. J'ai montré le courriel à la docteure Marshall lors de notre session suivante. C'est en fait assez significatif, a-t-elle noté. Votre mère reconnaît une faute spécifique plutôt que de faire des excuses vagues. Elle respecte votre calendrier plutôt que d'exiger un accès immédiat à Madison. Et elle démontre un effort par sa propre thérapie. Alors, vous pensez que c'est un vrai changement, ai-je demandé prudemment. C'est un début, a-t-elle répondu. Le vrai changement prend du temps, surtout avec des schémas bien ancrés. Mais cela indique une volonté qui n'était pas présente auparavant. À l'approche de la fin des 3 mois, notre famille avait une apparence remarquablement différente de celle qu'elle avait lors de cette soirée fatidique à la table de mes parents. Les relations avaient changé, les alliances s'étaient reformées, et la façade soigneusement entretenue de la perfection familiale s'était fissurée pour révéler la vérité complexe en dessous. Plus important encore, Madison comprenait avec une certitude absolue que sa valeur n'était pas déterminée par l'approbation de ses grands-parents. Quoi qu'il arrive ensuite dans le parcours de notre famille, cette seule leçon valait chaque moment difficile des 3 derniers mois. 6 mois après ce dîner dévastateur, Madison et moi nous tenions sur le porche de mes parents, sa petite main serrant fermement la mienne. Ce serait notre première visite depuis l'établissement de la limite, une réunion soigneusement négociée avec des paramètres spécifiques convenus à l'avance. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, ai-je dit doucement, m'agenouillant pour la regarder dans les yeux. Tu n'es pas obligé de faire un câlin à qui que ce soit si tu n'en as pas envie. Tu peux prendre des pauses quand tu en as besoin, et nous pouvons partir à tout moment si tu te sens mal à l'aise. Madison a hoché la tête solennellement. À 8 ans et demi maintenant, elle semblait plus âgée en quelque sorte, avec une confiance tranquille qui n'était pas là avant. Je me souviens, m'a-t-elle assuré. Et j'ai ma carte des sentiments dans ma poche si j'en ai besoin. La carte des sentiments avait été la suggestion de la docteure Torres, une petite fiche avec des phrases simples que Madison pouvait pointer si elle était submergée: j'ai besoin d'une pause. Je me sens mal à l'aise. Je veux en parler plus tard. Cela lui donnait un outil pour exprimer ses limites sans avoir à trouver les mots dans des moments potentiellement chargés d'émotions. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte pour révéler mon père. Son apparence m'a légèrement choqué. Il avait perdu du poids, et ses cheveux auparavant sombres montraient beaucoup de gris qui n'étaient pas là il y a 6 mois. Chante-t-elle. Madison. Sa voix n'avait rien du ton autoritaire avec lequel j'avais grandi. Merci d'être venu. Nous sommes entrés dans la maison familière, qui semblait maintenant être un territoire neutre plutôt que le site de tant de déceptions d'enfance. Le salon avait été réaménagé. Les meubles formels qui avaient toujours rendu la détente impossible étaient remplacés par des pièces plus confortables et décontractées. Une étagère contenait maintenant des photos encadrées de Madison à différents âges, des photos que je n'avais même pas réalisé que mes parents possédaient. Ma mère est sortie de la cuisine, visiblement nerveuse. Une autre vision sans précédent. De toute ma vie, je n'avais jamais vu Carol Bennett autrement que parfaitement composée. Bonjour, a-t-elle dit simplement. J'ai fait de la limonade et ces biscuits à l'avoine que Madison aime, si ça vous convient. La demande timide d'approbation plutôt que l'hypothèse de contrôle représentait un changement sismique dans l'approche de ma mère. Nous nous sommes installés dans le salon, la conversation initialement guindée et prudente. Madison était assise près de moi, observant tout avec une intensité tranquille. Après quelques questions générales sur l'école et les activités, ma mère a pris une profonde inspiration. Madison, je te dois des excuses, a-t-elle commencé, sa voix stable malgré l'émotion évidente dans ses yeux. Les mots que j'ai prononcés au dîner il y a 6 mois étaient profondément blessants et complètement faux. J'ai eu tort de les dire, et je suis vraiment désolé pour la peine que je t'ai causée.
Madison a écouté attentivement, son expression sérieuse. Je veux que tu saches, a poursuivi ma mère, que tu es un membre important et précieux de cette famille. Je travaille avec un médecin pour comprendre pourquoi j'ai parfois du mal à montrer mon amour de manière saine. C'est mon problème, pas le tien. Tu n'as jamais été autre chose qu'une merveilleuse petite fille. C'étaient les excuses sur lesquelles j'avais insisté, spécifiques, sans excuses, reconnaissant la blessure causée et assumant l'entière responsabilité. J'ai senti Madison se détendre légèrement à côté de moi. Merci de t'être excusé, a répondu Madison avec une simple dignité. Ça aide. Mon père s'est ensuite adressé directement à Madison, sa voix inhabituellement douce. Je dois aussi m'excuser, non seulement pour ce qui a été dit ce soir-là, mais pour toutes les fois où je n'ai pas pris la parole quand tu n'étais pas traité équitablement. Le travail d'un grand-père est de protéger ses petits-enfants, et j'ai échoué à le faire. La visite a duré exactement les 2 heures que nous avions convenues à l'avance. Il y a eu des moments gênants et des périodes de silence, mais aussi des aperçus de connexion authentique, mon père montrant à Madison le nichoir qu'il avait construit pendant notre séparation, ma mère écoutant attentivement l'explication détaillée de Madison sur son dernier projet scientifique sans une seule comparaison avec les activités de ses cousins. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a tendu à Madison un petit paquet emballé. Ce n'est pas un pot de vin, a-t-elle rapidement précisé. C'est quelque chose que j'ai pensé que tu pourrais apprécier. Tu n'as pas besoin de l'ouvrir maintenant. Dans la voiture, Madison a soigneusement déballé le cadeau pour révéler un journal avec des planètes sur la couverture et un ensemble de stylos de couleurs. À l'intérieur de la première de couverture, ma mère avait écrit « Pour noter tes observations du monde. Tu remarques des choses que les autres manquent. » C'était peut-être le premier cadeau qui reflétait une connaissance réelle de qui était Madison en tant que personne plutôt qu'une offrande générique ou un duplicata de quelque chose que les jumeaux avaient reçu. Je l'aime bien, a décidé Madison après une mûre réflexion. C'est juste pour moi. Cette première visite a établi le modèle de notre relation en reconstruction progressive, des appels vidéo hebdomadaires avec des limites de temps spécifiques, des visites mensuelles en personne qui incluaient toujours une activité que Madison appréciait. Mes parents ont assisté aux séances de conseil que j'avais demandées, parfois ensemble et parfois séparément. Le progrès n'était pas linéaire. Il y a eu des revers, des moments où de vieux schémas ont refait surface et ont dû être abordés directement. Il y a eu des conversations difficiles sur des années de favoritisme que mes parents ont eu du mal à reconnaître au début. Mais à chaque échange honnête, les fondations d'une relation plus saine se sont renforcées. Le paysage familial plus large a continué d'évoluer de manière inattendue. Bella et Thomas ont effectivement refinancé leur maison et ont commencé à vivre selon leurs moyens réels, ce qui a entraîné une relation plus authentique entre nos familles. Les jumeaux, libérés de leur rôle de « petits-enfants parfaits », ont développé un lien plus étroit avec Madison basé sur une connexion authentique plutôt que sur la comparaison. Tante Judith est devenue une présence régulière dans nos vies, et à travers elle, Madison a développé une relation aimante avec mon cousin Darren, dont l'esprit doux et les capacités différentes lui ont donné une perspective précieuse sur ce qui constitue vraiment la valeur humaine. Plus important encore, la façade de la perfection familiale qui avait été maintenue pendant des décennies au détriment d'une connexion authentique a commencé à s'effriter, remplacée par quelque chose de plus désordonné mais infiniment plus authentique. 1 an après le point de rupture, Madison et moi étions assises ensemble sur le balcon de notre appartement, nous occupant du jardin en pot que nous avions commencé pendant notre séparation de mes parents. Son projet de concours de sciences sur la croissance des plantes s'était transformé en une véritable passion pour le jardinage. « Maman », a-t-elle dit pensivement en arrosant soigneusement un plant de tomates. « Tu te souviens quand mamie a dit ce truc sur le fait qu'elle aimerait que je ne sois pas leur petite fille ?» Mon cœur se serrait encore à ce souvenir. « Oui, je m'en souviens. Je suis contente que ce soit arrivé, en quelque sorte, a-t-elle dit, me surprenant complètement. « Vraiment ?» Madison a hoché la tête, son visage sérieux. Avant, tout le monde faisait semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, les gens disent ce qu'ils pensent vraiment. C'est mieux. Sa perspicacité m'a profondément frappé. En essayant de maintenir la paix familiale à tout prix, j'avais participé à un système de faux-semblants qui apprenait à ma fille à douter de ses propres perceptions. La rupture douloureuse avait ouvert la voie à l'émergence de quelque chose de plus honnête. Tu as raison, ai-je convenu. Parfois, les choses doivent se briser avant de pouvoir être reconstruites d'une meilleure manière. Comme quand on rempote une plante parce que ses racines sont toutes entassées, a suggéré Madison, démontrant la sagesse qui continuait de m'étonner.
Exactement comme ça. En réfléchissant à notre parcours, je réalise que la leçon la plus précieuse ne concernait pas l'obligation familiale ou même l'établissement de limites, bien que cela fût important. Le vrai cadeau a été d'apprendre que les relations construites sur une acceptation conditionnelle et la comparaison ne peuvent jamais nourrir une croissance authentique, ni pour les enfants ni pour les adultes. En refusant de participer plus longtemps aux dynamiques familiales nuisibles qui avaient façonné ma propre enfance, j'ai donné à Madison la permission d'attendre mieux, de ses grands-parents, d'autres relations et, finalement, d'elle-même. Je lui ai montré que l'amour ne devrait jamais exiger de se diminuer pour mettre les autres à l'aise. Ma relation avec mes parents continue d'évoluer. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Les dommages de décennies ne peuvent pas être réparés en quelques mois, et il y a des moments où de vieilles habitudes refont surface. Mais la dynamique de pouvoir fondamentale a changé de façon permanente. Il ne dicte plus les termes de notre relation, nous la co-créons avec un respect mutuel comme fondement. Madison voit ses grands-parents environ une fois par mois maintenant. Ces visites sont généralement positives, marquées par une compréhension croissante de la part de mes parents de qui est réellement leur petite fille plutôt que de qui ils auraient souhaité qu'elle soit. Ma mère a encore parfois du mal, mais elle reconnaît maintenant quand elle glisse dans un comportement comparatif et se rattrape généralement. Plus important encore, Madison aborde maintenant ses relations avec des attentes saines et ses propres limites solides. Elle comprend que la capacité de connexion de ses grands-parents est limitée par leurs propres histoires et défis. Elle peut profiter de la relation pour ce qu'elle est tout en ne considérant plus ses limites comme des reflets de sa propre valeur. Quant à moi, j'ai appris que protéger mon enfant nécessite parfois un courage que je ne savais pas posséder, que l'harmonie familiale obtenue par le silence et l'accommodement n'est pas du tout de l'harmonie, mais de la répression, que parfois la chose la plus aimante que nous puissions faire pour ceux que nous aimons est de les tenir responsables de leur comportement nuisible, même lorsque cette responsabilité est initialement douloureuse pour toutes les personnes impliquées. Les mots que ma mère a prononcés ce soir-là à table étaient cruels et dommageables. Mais dans leur terrible clarté, ils ont créé une opportunité pour la vérité qui serait autrement restée enfouie sous des années de faux-semblants polis. Parfois, il faut un moment de rupture complète pour enfin commencer à guérir correctement. Que feriez-vous si quelqu'un disait quelque chose de profondément blessant sur votre enfant? Auriez-vous le courage d'établir des limites fermes, même avec des membres de votre famille? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement et donner un j'aime à cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces expériences familiales difficiles mais importantes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour votre enfant est simplement de vous tenir fermement à ses côtés, même si cela signifie vous opposer à tous les autres.